essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Souvent, nos politiciens, nos gouvernements nous disent « Ah, l'important, c'est la moyenne au bâton » quand on fait des investissements dans des compagnies. Salut, Francis. Salut. Et là, on a un exemple d'une fois où on s'est fait retirer sur 3 prises dans la mythe parce que Québec va avoir perdu la totalité des 2 milliards de dollars investis dans le programme de l'A200. C'est la conclusion à laquelle en arrivent les experts, malheureusement. L'investissement de Québec dans l'A220, qui, rappelons-le, s'est déroulé là, en 3 actes. Donc, t'es bon dans les 3 prises. Hein? Ceci dit, bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est simplement une projection de ce qui est en train d'arriver. Ouais. Le programme tarde à renouer avec à atteindre la profitabilité. On a mis, rappelons-le, 1,3 milliard de dollars en 2015 là, dans ce qui était la C-Series de Bombardier. En 2022, on a remis 380 millions. Et là, on a remis encore, il y a à peine 2 ans, là, moins de 2 ans, 410 millions. Et ça me fait quand même un peu sourciller, Alex, parce que, bon, il y a 10 ans, d'avoir mis 1 milliard pour sauver un fleuron, pour s'assurer que les emplois dans l'aéronautique, des emplois de pointe qui permettent d'alimenter tout un secteur de production et avec des retombées économiques, à la limite, passe toujours. C'était un peu spéculatif. On peut se questionner et débattre du bien fondé d'une telle intervention, mais j'aurais envie de dire, on a un peu sauvé les meubles. Et d'en remettre? D'en remettre en 2022 et en 2024 avec l'information beaucoup plus précise. Là. Je veux dire, on a un opérateur de grande envergure qui est Airbus, qui n'est pas né de la dernière pluie. Là. Eux, ils planifient leur planif stratégique d'Airbus, c'est pas sur les 18 prochains mois. Là. Faire des avions, les livrer, c'est des planifs de 10 ans. Là. C'est parmi les entreprises qui ont une visibilité de très long terme, les meilleures au monde, ces organisations-là. Donc, on ne fera pas croire qu'en 2022, et pire encore, en 2024, on savait pas où ça s'en allait. Et écoute, je suis pas un juriste, là, je suis pas un expert de faire des contrats, mais il me semble qu'en 2024, quand on a mis 400 millions, ça aurait dû être genre de l'équité, là, c'est-à-dire ça monte et ça baisse avec la valeur, que ce soit profitable ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Et donc là, aujourd'hui, d'apprendre que tout ça, avec des investissements quand même très substantiels faits il y a moins de 2 ans, ça vaudrait rien. Je me questionne profondément sur la nature des relations entre les preneurs de décision à Québec et cette organisation-là. Puis je suis très fan d'Airbus, par rapport à Boeing, ils ont plutôt le haut du pavé en termes de rigueur, en termes de ne pas couper les coins ronds, mais là-dessus, on dirait qu'on s'est effectivement un peu fait passer un sapin, là. Puis je suis très étonné, tu as sûrement entendu cette jolie citation de Mme Fréchette en début de semaine, là, c'est dans l'ADN de la CAQ de gérer les finances publiques de manière rigoureuse. Ouais. Voyons, il y a 2 de ces décisions-là, près de la moitié des sommes qui ont été investies sous le leadership de la CAQ, avec toute la connaissance de ce qui était en train de se passer. Cet argent a manifestement été dilapidé. On a enflammé la messagerie texte plus tôt cette semaine, Francis, quand on parlait de finances personnelles, de budget, de trucs pour économiser, des choses comme ça. Mais là, c'est un volet intéressant aussi pour les frais médicaux. Mettre de l'argent de côté pour les frais médicaux. Ben, c'est un article de Stéphane Desjardins dans le journal qui m'a quand même pas mal fait réfléchir. Puis bon, je vous écoutais hier là, parler de l'exode des 1064 médecins. Oui. Puis bon, justement... Il y en a d'autres au Nouveau-Brunswick, on en parlait ce matin. Puis ouais. Tu sais, 1000 fois 1000, ça correspond possiblement à des centaines de milliers, voire peut-être jusqu'à 1 million de Québécois qui vont se retrouver sans médecin à cause de... Puis là, bon, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, ça va pas dans la bonne direction, on s'entend. Bon, tu sais, je suis, moi, personnellement, très partisan du système de santé qu'on a. Il doit être modernisé, on doit offrir les services, mais cette idée que n'importe quel Québécois se présente à un site, qu'il soit hospitalier, une clinique, un CHSLD, puis qu'il puisse être pris en charge sans frais, pour moi, c'est important. Là. On ne vit pas dans un système où ça ne dépend pas de la taille de ton portefeuille ou de la couleur de ta cravate là, que tu sois servi. Techniquement, c'était ça. Ben, c'est ça encore aujourd'hui, sauf que là, je vais
vous dire, moi, comme économiste, on a remplacé payer à des dollars par payer avec du temps. Fait que là, c'est que, au lieu de te donner ton 100$ ou ton 10 000$, parce que ça coûte fort cher, ben là, tu attends 8 heures ou 10 heures ou 15 heures. Fait qu'on a remplacé un coût par un autre. Hein? Puis le coût de 15 heures, c'est un coût de tu vas peut-être mourir dans la salle d'attente. Fait que c'est un vrai coût. Là, où je suis un peu terrorisé si cette tendance-là se prolonge, c'est qu'ultimement, il y a une alternative au privé au Québec. Puis le Québec, c'est pas... on n'a pas construit un mur tout autour. Hein? Il y a d'autres provinces, il y a les États-Unis, il y a même du tourisme médical aujourd'hui qui s'organise vers des pays comme l'Inde, la Thaïlande, des pays qui ont d'excellents médecins, soit dit en passant, malgré le fait que ce soit des pays moins riches. Et donc, bref, Stéphane Desjardins qui pose la question, est-ce qu'on va pas voir se dessiner de plus en plus des gens qui, en plus de leur REER, de leur CELI, de leur épargne retraite, commencent à réfléchir en termes de est-ce que j'ai suffisamment d'argent de côté pour me payer des soins? Et donc, d'avoir carrément un compte d'épargne pour payer 10 000 $. Est-ce qu'il entre dans le fonds d'urgence, finalement? Oui, mais je veux dire, ça me terrorise parce que je me dis, tu sais, on a fait cette chronique plus tôt cette semaine, puis moi, je parlais de mettre 20 $ de côté, puis il y a des gens qui disent, j'ai pas 20 $. Mais là, oublie ça, là, c'est pas de 20 $ dont il est question. Allez voir un médecin, on peut en parler avec nos cousins américains. Tu sais, un accouchement, je pense que ça coûte 20 000 ou 30 000 $. Là, ça peut ruiner des gens. Ça peut ruiner des gens. Un souci de santé peut ruiner complètement des gens aux États-Unis. Et donc, si ton alternative, c'est qu'il faut absolument que tu aies des sous, ça veut dire qu'on va clairement avoir un système là, vraiment très objectivement à deux vitesses avec des gens qui ont pu constituer des dizaines de milliers de dollars d'épargne pour se soigner et d'autres qui en ont tout simplement pas les moyens. Puis je trouve ça quand même un peu triste. Mais c'est pathétique mais c'est pathétique que nous, qui avons payé par exemple de l'impôt toute notre vie, qui avons déjà contribué au système de la santé, qui en plus de ça, en plus d'avoir payé de l'impôt là-dessus, il faudrait qu'on se fasse un fonds en parallèle, un fonds d'investissement. Le problème, c'est pas un CELI, mais tu sais, quasiment. Là. On n'arrête pas juste... On se concentre sur les médecins, là, puis là, les gens vont parler des médecins. Non, mais le problème, c'est qu'on ne s'attarde pas à la ligne de fond, la première ligne. Où est-ce qu'on dirige nos gens? Tu fais une sinusite, tu vas à la clinique. Tu vas là, quand est-ce que c'est urgent? Mais on ne le traite pas, ce problème-là. Absolument. Je voulais pas... Mon idée, c'était pas de faire un lien directement vers les médecins, mais c'est l'ensemble du système. Mais c'est pas ça qu'on comprend, c'est ce que je te dis. Qui est effectivement en train de s'organiser de cette façon-là. Puis, tu sais, je me pose même à moi la question. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, à l'heure que je vous parle, j'ai pas un fonds d'urgence médical. Là, si non, moi non plus. Non, mais ça rentre dans le fonds d'urgence. Je connais personne qui... Ouais, mais tu sais, juste pour bien situer les choses, c'est pas... Moi, mon fonds d'urgence, là, c'est quelques milliers de dollars là, que je perds des revenus puis il faut que je paye mon hypothèque. Mais là, on parle, tu sais... Puis encore une fois, tu sais, 10 000, 20 000, c'est comme une petite affaire. Là. Vous comprenez que si tu as un cancer, puis de l'oncologie, puis de l'alitement, ça peut être des centaines de milliers de dollars. Je connais pratiquement personne qui a ces types de moyens-là. Fait que c'est comme, oui, un petit coussin là, pour pallier à ton épicerie des prochaines semaines, c'est une chose, mais d'être prêt à faire face à la musique, c'est un problème de santé grave. Il y a 1 ou 2 ou 3 zéros de plus. Là. Donc, mais il y a quelqu'un qui dit ici 5 500 $ hier, opération du poignet de mon fils. Ben, c'est ça, mais tu sais, le poignet, tu comprends, on n'est pas dans des organes à remplacer ou des opérations à cœur ouvert ou un cancer. Donc, encore une fois, à réfléchir. Puis, tu sais, comme je dis, je me pose moi-même la question, coudonc, on devrait-tu faire ça chez nous? Puis le simple fait que je dois me poser la question, d'une certaine façon, ça m'attriste. Fait qu'en tout cas, c'était juste ce petit sentiment que je voulais vous partager ce matin, chers amis. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète, effectivement. Merci Francis. Salut.